On s'est déjà posé la question, non? Comment est-ce que la valeur d'un objet ou d'un service finit par se transformer en salaire à la fin du mois? D'où vient l'argent qui compose les profits d'une entreprise, très concrètement? Aujourd'hui, on suit ce parcours, ce voyage fascinant de la richesse, depuis sa toute première création jusqu'à ce qu'il nous reste vraiment dans la poche. C'est vraiment un mécanisme essentiel pour bien décrypter notre économie. Alors, voici notre programme. On va d'abord voir comment la richesse est créée, ensuite comment elle est partagée une première fois, puis une seconde fois. On calculera ce qui reste à la fin, le fameux revenu disponible, avant de jeter un œil à la situation en France par rapport aux autres. Allez, commençons par le tout début. Première étape, la plus fondamentale. Avant même de parler de partage, il faut comprendre d'où vient ce qu'on va partager, ce gâteau économique. Tout, absolument tout, part de la création de richesse. Le principe est en fait assez simple. Pour créer de la richesse, il faut produire quelque chose. Ça peut être un bien matériel ou un service. Cette nouvelle richesse qui est créée, c'est ce que les économistes appellent la valeur ajoutée. C'est ça le gâteau total que l'on va ensuite se partager. Ok, maintenant que notre gâteau est prêt, il est temps de couper les premières parts. Alors, qui sont les premiers servis? Logiquement, ce sont celles et ceux qui ont directement participé à sa fabrication. C'est ça, la répartition primaire. Ce graphique nous montre très concrètement comment les choses se passent en France. On voit tout de suite que la plus grosse part, près de 58%, va au travail, c'est-à-dire au salaire. La deuxième part, environ un tiers, va au capital, autrement dit au profit. On remarque aussi une plus petite part pour les revenus mixtes, ça c'est la rémunération des entrepreneurs individuels qui sont à la fois travailleurs et propriétaires de leur boîte, et puis une autre part pour les prélèvements de l'État, comme les impôts sur la production. Mais le vrai match, on le voit bien, se joue entre le travail et le capital. Donc, pour être bien précis, le revenu primaire, c'est la rémunération directe que l'on reçoit pour avoir participé à l'effort de production, soit en apportant sa force de travail, soit en apportant son capital. La distinction est super importante. D'un côté, les revenus du travail, c'est simple, c'est le salaire. De l'autre, les revenus du capital, ça récompense les propriétaires des outils de production, les actionnaires qui possèdent l'entreprise par exemple, ou les banques qui ont prêté de l'argent pour acheter les machines. Maintenant, comment est-ce qu'on mesure concrètement cette part qui revient au capital? Eh bien, les économistes ont un outil pour ça, l'excédent brut d'exploitation, ou EBE. En gros, c'est le profit que l'entreprise tire de son activité principale, de son cœur de métier. Alors, comment on le calcule? C'est assez direct, on prend la valeur ajoutée qu'on a créée, on enlève ce qu'on a versé aux salariés et on enlève les impôts qui sont liés à la production. Ce qui reste à la fin, c'est l'EBE. C'est la part du gâteau qui revient au capital. Et que devient ce profit? Attention, il ne va pas dans une seule poche. En fait, il est le moteur de l'entreprise et même de l'économie. Il sert à 4 choses. D'abord, payer les impôts sur les bénéfices. Ensuite, rembourser les prêteurs. Puis, rémunérer les actionnaires avec des dividendes. Et surtout, il sert à préparer l'avenir en investissant. C'est ce qu'on appelle l'autofinancement. Passons maintenant aux revenus du travail. Et là, attention, il y a une idée reçue qu'il faut absolument corriger. Quand on dit que le travail reçoit une certaine part de la valeur ajoutée, on ne parle pas juste du salaire net qui arrive sur le compte en banque à la fin du mois. En effet, et ce point est fondamental, il faut se mettre à la place de l'entreprise. Pour elle, le revenu du travail, c'est le coût total du salarié. Et ça inclut le salaire brut, bien sûr, mais aussi toutes les cotisations sociales patronales qui servent à financer notre protection sociale. Ce petit schéma est parfait pour comprendre le parcours. Tout en haut, on a le super brut. C'est ce que le salarié coûte vraiment à l'entreprise. De ce montant, on retire les cotisations patronales et on obtient le salaire brut, celui qu'on voit sur le contrat de travail. Ensuite, on enlève les cotisations salariales et là, on arrive au salaire net avant impôt. Dans notre partage de richesse, c'est bien le super brut qui est considéré comme la part du travail. Bon, jusqu'ici, on a parlé de ceux qui travaillent ou qui possèdent du capital. Mais une société, ce n'est pas que ça. Il y a aussi les retraités, les personnes au chômage, les familles avec des enfants. Eux, ils ne participent pas directement à la production. Alors, comment est-ce qu'ils reçoivent des revenus? La réponse, elle se trouve dans une deuxième étape du partage, la redistribution. C'est ce que les économistes appellent la répartition secondaire. Et c'est là que l'État entre en jeu pour, en quelque sorte, redistribuer les cartes. Mais au fait, pourquoi l'État fait ça? Pour 2 raisons principales. D'abord, pour essayer de corriger un peu les inégalités qui sont créées par le premier partage, et ensuite, pour assurer une sorte de filet de sécurité pour tout le monde. C'est le principe de la solidarité nationale. Protéger les citoyens contre les aléas de la vie, comme la maladie ou la perte d'emploi, et de cette façon, garantir ce qu'on appelle la paix sociale. Cette redistribution, elle se fait via ce qu'on appelle des revenus de transfert. Ce sont des sommes d'argent versées par les administrations publiques aux ménages. On y trouve par exemple les pensions de retraite, les allocations chômage, les aides au logement, les prestations familiales ou encore les minima sociaux comme le RSA. Allez,
Maintenant, on met tout ça ensemble pour comprendre ce qui reste concrètement dans la poche des ménages, pour consommer et pour épargner. On va passer du revenu primaire au revenu disponible. La logique est toute simple et ce slide la résume à la perfection. On part du revenu primaire, le gain de départ. On enlève les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire les impôts et les cotisations sociales qui vont financer tout ça. On ajoute les revenus de transfert qu'on a pu recevoir et les résultats, c'est le revenu disponible. C'est la somme qu'on peut réellement utiliser. Ce tableau, c'est un peu la fiche mémo parfaite. D'un côté, le revenu primaire, qui vient de la participation à la production. De l'autre, le revenu secondaire, qui est basé sur le principe de solidarité géré par l'État. Ce sont bien deux logiques différentes, mais qui se complètent pour former le revenu final de chacun. Pour finir, prenons un peu de hauteur. Ce partage de la richesse en France, comment est-ce qu'il se situe par rapport aux autres grandes économies ? Le chiffre clé à retenir pour la France, c'est celui-là, presque 58%. C'est la part de la richesse qui va au salaire. Mais le plus fou, ce n'est pas tant le chiffre lui-même, c'est qu'il est incroyablement stable depuis 30 ans. C'est une vraie spécificité française. Parce qu'ailleurs, la tendance n'est pas du tout la même. Dans la plupart des pays développés de l'OCDE, la part du travail a plutôt eu tendance à reculer. Les économistes expliquent ça par deux grands phénomènes, la révolution numérique, avec l'automatisation qui a remplacé du travail par des machines, et la mondialisation qui a mis les travailleurs en concurrence à l'échelle de la planète. Et tout ça, ça nous amène à la grande question pour le futur. Avec l'automatisation et l'intelligence artificielle qui s'accélèrent, est-ce que le travail humain aura toujours la même place? Et surtout, comment est-ce qu'on va devoir adapter ce partage de la richesse pour que tout le monde puisse profiter des progrès à venir? Le débat est immense et il ne fait que commencer.